Bonjour à tous, aujourd'hui avec Alaïs, Andrea, Héloïse et Charlotte, vous allez découvrir la contraception, la contragestion et la PMA. Pour éviter que vous ne soyez confus tout au long de cet exposé, nous allons faire quelques rappels de base. Premièrement, le cycle menstruel est le cycle qui définit quand une femme peut avoir un enfant et quand elle ne peut pas en avoir. Il dure environ un mois, n'est pas forcément régulier, il commence avec les règles, s'ensuit une période de fertilité, puis une période d'infertilité pour finalement revenir aux règles. Deuxièmement, la fécondation pour les êtres humains, c'est le stade de la reproduction sexuée consistant en une fusion des gamètes mâles et femelles en une cellule unique. Vous pouvez voir le pénis qui évacue les spermatozoïdes dans l'utérus, qui vont voyager dans les trompes jusqu'à être mis en relation avec les gamètes femelles. Cette mise en relation va donner la cellule unique qui va aller se nidifier dans la paroi utérine. Troisièmement, un préservatif, c'est un contraceptif empêchant physiquement le passage des spermatozoïdes ou empêchant chimiquement le processus d'ovulation. Utilisé contre les IST ou pour éviter la mise enceinte durant les rapports sexuels, il en existe plusieurs types, dont des préservatifs physiques, comme les préservatifs masculins ou comme le stérilet, ou des chimiques, comme la pilule du lendemain ou le patch contraceptif. La contraception se définit comme l'emploi de moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. Le terme contragestion fait aussi référence à une technique médicamenteuse permettant d'empêcher la grossesse. Cependant, la contragestion se distingue de la contraception au niveau de sa période d'intervention, à un moment où la division cellulaire de l'œuf s'est déjà faite. La contragestion empêche donc la nidification de cet œuf. Il faut une contraception hormonale fiable dans le cas de relations sexuelles durables avec une personne. Les moyens de contraception et de contragestion peuvent être chimiques ou mécaniques. S'ils sont chimiques, alors ils font appel à des substances chimiques comme des hormones synthétiques. S'ils sont mécaniques, c'est qu'ils visent à bloquer le passage des spermatozoïdes dans le col de l'utérus. Voici les moyens de contraception et de contragestion mécanique les plus courants. Le préservatif est le seul moyen qui protège contre les IST, les infections sexuellement transmissibles. Son fonctionnement, c'est un moyen anti-barrière, c'est-à-dire qu'il empêche le passage de spermatozoïdes dans le col de l'utérus et donc la fécondation. Le préservatif masculin a une efficacité de 85% et le préservatif féminin a une efficacité de 79%. Le DIU, dispositif intra-utérin anciennement appelé stérilet, est mis au niveau du col de l'utérus par un gynécologue. Il en existe deux types. Le DIU au cuivre, il rend les spermatozoïdes inactifs et donc un moyen de contraception mécanique. Et le DIU hormonal, il délivre une hormone progestative qui épaissit les sécrétions du col de l'utérus et empêche les spermatozoïdes d'entrer. C'est donc un moyen chimique. Le DIU a une efficacité de 99,8%. Il est donc très fiable. Je vais maintenant vous parler des méthodes de contragestion et de contraception chimique. La méthode de contraception chimique la plus courante est la pilule. La pilule se prend tous les jours plus ou moins à la même heure pendant une moyenne de 21 jours. Il existe différents types de plaquettes. Ce graphique montre le taux d'œstrogène et de progestérone en picogrammes par millilitre selon le moment du cycle menstruel pendant deux cycles différents. On observe lors du cycle dit normal une variation de ces taux. Le taux d'œstrogène augmente progressivement durant la majeure partie de la première phase du cycle, du premier jour à 48 heures avant l'ovulation, de 30 picogrammes par millilitre à environ 150 picogrammes par millilitre. Le taux de progestérone, quant à lui, augmente lors de la deuxième phase du cycle, à partir du jour de l'ovulation, puis baisse progressivement jusqu'à la fin du cycle où il est inférieur à 10 picogrammes par millilitre. Lors du deuxième cycle, la femme prend une pilule quotidiennement. On remarque alors que ces taux d'œstrogène et de progestérone restent stagnants pendant tout le cycle. Il y a toujours des règles, mais aucune ovulation. Le taux d'œstrogène stagne autour des 50 picogrammes par millilitre et le taux de progestérone est presque nul. On en conclut de ce graphique que la pilule bloque l'ovulation. La pilule libère donc des œstrogènes. Elle bloque l'ovulation, rend la glaire du col de l'utérus, appelée endomètre, imperméable aux spermatozoïdes
et modifie la muqueuse de l'utérus qui devient non favorable à la nidation d'un œuf. La pilule a des points positifs. C'est un excellent moyen de contraception. Elle permet aussi d'avoir des règles moins abondantes, moins longues et moins douloureuses. Cependant, elle a aussi des points négatifs tels que des symptômes secondaires comme la prise de poids ou les maux de tête. Il existe une pilule différente appelée pilule du lendemain qui est cette fois-ci un moyen de contragestion qui empêche la nidation de la cellule œuf formée après un rapport sexuel. Cependant, les oublis de prise de pilule diminuent l'efficacité de celle-ci. C'est pour cette raison que d'autres dispositifs, comme l'implant et le patch, ont été créés. L'implant, représenté ici, est un petit bâtonnet fin qui libère des hormones, mis en place par un gynécologue au niveau du bras de la femme. Il peut y rester pendant 3 ans, et alors la femme concernée n'a pas de règles. Le patch est un autocollant qui se colle généralement derrière le dos. Il se met toutes les semaines pendant 3 semaines, puis il y a les règles. L'efficacité de ces deux moyens de contraception est de 91%. Nous allons maintenant vous parler de la PMA, autrement dit la procréation médicalement assistée. La PMA en France n'est permise qu'aux couples hétérosexuels en cas d'infertilité ou d'une maladie grave potentiellement transmissible à l'enfant ou au conjoint. Plusieurs techniques sont aujourd'hui possibles, comme par exemple la fécondation in vitro ou l'insémination artificielle. La fécondation in vitro est la mise en fécondation d'un spermatozoïde et d'un ovule en laboratoire qui est ensuite transféré dans l'utérus de la femme sous la forme d'un embryon. L'insémination artificielle est le fait d'introduire artificiellement le sperme dans la cavité utérine de la femme. La PMA pose des problèmes. En effet, sur 145 255 tentatives, en 2015, seulement 24 839 naissances sont arrivées à terme, ce qui ne fait environ que 30% de réussite. De plus, la PMA a un processus dur et long pour la femme. Aujourd'hui, la PMA pose un problème d'éthique majeur. En effet, une question qui est posée, c'est la PMA pour toutes les femmes, qu'elles soient seules ou en couple homosexuel, au dépourvu des hommes qui ont besoin d'une mère porteuse. Or, la mère porteuse est interdite en France.